Fantastica. Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien de tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. Dans notre émission d'aujourd'hui, notre chroniqueur Jean Bourque va nous parler du circuit Daytona, un circuit ovale qui est situé à Daytona Beach aux États-Unis et qui fut inauguré le 22 février 1959. Dans la course automobile, on entend parler de chauffeurs incroyables, de types de voitures incroyables. On va entendre parler de compagnies de commandite ou encore on va entendre parler de compagnies de création de moteurs ou de création de véhicules. Mais il y a également des noms de villes qui apparaissent dans le domaine de la course automobile. Et notre ami Jean, aujourd'hui, va nous parler de Daytona Beach. Bonjour, Jean. Bonjour. Donc, la ville de Daytona, elle est située où exactement pour placer nos auditeurs? Donc, elle est en Floride, pas mal, on pourrait dire, au centre de la Floride. Là, c'est quand même assez central, peut-être un petit peu plus en bas, mais quand même assez central dans la Floride. Donc, il fait très beau, il fait très chaud à l'année longue. C'est sûr que des fois, en février, ça peut descendre dans les 10 degrés. Mais souvent, c'est plus dans les 20-25 degrés. Là. Bon, 10 degrés pour nous, c'est comme en été, quoi. C'est ça. Donc, pourquoi on va parler de Daytona aujourd'hui? La raison, c'est qu'on parle souvent de courses mythiques qui fascinent, même les personnes qui connaissent rien en course. Ils ont entendu parler on peut dire, de quelques courses. Monaco, ça résonne toujours avec le monde. Les 24 heures de Daytona, ça résonne avec le monde. Exact. Les 24 heures du Mans, ça résonne avec le monde. Puis les 500 000 de Daytona, ça résonne avec le monde. Puis les 500 000 d'Indianapolis, ça résonne avec le monde. Fait que si on regarde sur 5 courses les plus importantes au monde, il y en a 2 qui sont à Daytona. Soit les 500 000 de Daytona et les 24 heures de Daytona. Donc, c'est pour ça qu'on va parler. Et en plus, c'est que Daytona, c'est réellement, on parle des fois des pilotes qui sont passionnés ou des écuries qui sont passionnés. Daytona, c'est une passionnée d'automobile. Elle a une longue histoire avec l'automobile, pratiquement depuis ses débuts. Okay. Quand on regarde les premières courses automobiles, naturellement, on parle de la première voiture, donc on parle de Mercedes-Benz, tout ça. Mais les premières courses automobiles, on remonte il faut attendre en 1895 pour avoir les premières courses. C'est sûr qu'il y a des courses avant, mais les premières courses vont en 1895. La première course sera en France, dans Bordeaux-Paris. Ça va être M. Levasseur qui va gagner ça en 1895, juin 1995. Et quelques mois plus tard, au mois de novembre, aux États-Unis, on organise aussi la première course à Chicago. Et là, ça va être un dénommé M. Frank Dreyer qui va gagner la course. Donc, on voit qu'on est dans les balbutiements de la course.
Et la ville de Daytona va se faire connaître par Ormond Beach en 1903, lorsqu'on organise des courses de vitesse. Et on est réellement au début, parce que si on regarde la première voiture qui a été construite pour réellement battre un record de vitesse, spécifiquement pour ça, c'était en 1899, avec la voiture La Jamais Contente. Cette voiture-là, elle a la particularité d'être une voiture électrique. Parce qu'en même temps, il y a 3 technologies qui se battent pour devenir au sommet pour les consommateurs, on pourrait dire, d'automobiles. Il y a des voitures électriques, des voitures à vapeur et des voitures à essence. Donc, il y a ces batailles-là aussi en même temps de technologie que le monde souvent ne sont pas conscients qu'il y a lieu. Et donc, comme je dis, en 1903, Ormond Beach veut organiser une course. À l'époque, Daytona, c'était comme on dit, c'était un bled perdu. Les Américains disaient qu'ils sont à 1000 km de rien. Donc, c'était difficile de se rendre à Daytona. La seule façon, c'était soit par bateau ou par train. Les routes étaient très peu carrossables, tout ça. Mais il y a un nommé, M. Henry Flagler, qui, lui, il avait la compagnie de Oil Standard avec Rockefeller. Donc, c'est un homme qui était richissime, un des hommes les plus puissants en Amérique à l'époque. Et il était impliqué dans le développement de Miami, puis de West Palm Beach. Puis, il a construit un hôtel à Ormond Beach. Donc, c'est à peu près une dizaine de milles de Daytona. Donc, c'est tout près de Daytona. Et donc, comme je disais, dans ce temps-là, c'était un bled perdu. Puis là, on trouvait une façon. Comment qu'on va faire pour attirer? Parce qu'il n'y avait pas de touristes à l'époque-là. Donc, comment qu'on fait pour attirer le tourisme? Et donc, on décide d'organiser une course en 1903. C'est organisé par le journaliste qui s'appelle William Morgan, qui organise la course pour l'hôtel. Donc, c'est le même qu'on attire le monde. Donc, on fait un record de vitesse. Donc, il y a des motocyclettes qui sont là, des voitures, tout ça. Puis, il y a des voitures qui sont, donc, on parle de Oldsmobile, des voitures de genre-là, des voitures, des richissimes personnes qui veulent essayer de battre le record, mais il y a aussi des voitures qui sont construites spécifiquement, dont Ramson Olds, qui est la compagnie Oldsmobile, qui est là, avec son pilote Horace Thomas, qui est un ingénieur pour Olds, et la voiture Pirate. Puis aussi Alexander Winton, qui est là avec sa voiture Bullet. Ce qui est intéressant, c'est que la voiture d'automobile, c'est une très petite voiture qui est très légère, tandis que la voiture de Winton, c'est une grosse voiture très puissante, tout ça. Donc, on fait des records de vitesse, tout ça. Puis, à la fin de cette semaine-là, on décide de faire une course entre la Bullet de Winton et la Pirate de Ramson Olds. Et à la grande stupéfaction, la course est très serrée et c'est nez à nez pratiquement quand on arrive au fil d'arrivée. Finalement, cet événement-là, on le rapporte partout dans les journaux, dans les grands journaux américains. On rapporte ça qu'il y a une course super serrée, tout ça. Et donc, c'est la naissance des courses automobiles à Daytona. Et d'où vient son surnom, on appelle ça la Daytona, the birthplace of speed, donc la naissance de la vitesse. Donc, c'est pour ça qu'on appelle Daytona the birthplace of speed. C'est à cause de cette fameuse course-là en 1903. On n'avait pas les routes qu'on a aujourd'hui, fait que les courses se faisaient où exactement? Donc, ils se faisaient sur la plage. La particularité de la plage de Daytona et d'Ormond Beach, c'est une plage qui est très dure. Donc, même les voitures qui passent là-dessus ne laissent pratiquement pas de traces, contrairement à des plages ici que le sable est très mou. Le sable est dur. Donc, ça permettait justement d'atteindre de très hautes vitesses. C'est pour ça qu'on a choisi Daytona. Winton, lui, est à moins, quand on parle de la course de 1904, on a continué en 1904 et après. Winton, lui, est à moins convaincu que c'était la bonne place, donc ça jetait un petit peu, il avait parlé justement au journaliste que je pense pas que Daytona, ce soit la bonne place pour faire des records de vitesse, mais finalement, on décide quand même de faire une autre course en 1904 et le monde commence à être convaincu que oui, ça serait peut-être la place pour faire des records de vitesse. Une fois que vous me disiez tantôt que c'était en 1904 qu'il y avait 1903-1904 qu'il y avait des records de vitesse et tout ça. Quand est-ce qu'on va organiser la première course officielle?
Ce qui est important de savoir, c'est justement, c'est comprendre pourquoi que Daytona s'est rendu aussi important que ça. C'est justement avec ces événements-là. Parce que là, on va continuer en 1904. Et puis ça va être William Vanderbilt Jr. qui, lui, va établir plusieurs records de distance, soit de 5 000 jusqu'à 50 000 de distance. Okay. Et William Vanderbilt, la famille Vanderbilt, était l'une des familles les plus puissantes à l'époque aux États-Unis. Donc, encore une fois, ça crée une grande publicité pour toute la région de Ormond Beach, Daytona. Quand on parle de records, comme je disais, il y avait différentes distances, mais on parle aussi, le record qui est le plus connu, c'est le record du 1000. Donc, pour faire le record du 1000, on avait une piste de 9000 $ et on prenait de la vitesse sur 4000, puis il y avait un 1000 qui était réellement enregistré. Donc, on avait des horloges de l'époque pour mesurer le 1000 et en combien de temps que ça prenait pour faire ce fameux 1000-là. Okay. Donc, c'est pour ça qu'en 1904, là, ça commence, c'était la répétition continue à se faire connaître. Puis, en 1906, on voit que c'était une autre technologie qui a malheureusement disparu, qui, elle s'affirme. Il y a un la fameuse voiture, la Stanley Steamer, que peut-être se rappellent de Stanley, ceux qui ont vu le film de dessin animé qui s'appelle Voiture, le dessin animé Cars. Cars de Pixar, oui. Oui, c'est ça, de Pixar. Donc, il y a une vieille voiture qui s'appelle Stanley. Ouais. Donc, c'est la Stanley Steamer, donc c'est par rapport à cette voiture-là. Dans ce film-là, on a beaucoup d'hommages, soit les anciennes voitures, on parle de Fabulous Hornet, là, avec Paul Newman. En anglais, c'était Paul Newman qui faisait la voix, là, de la Hudson, tout ça. Donc, il y a beaucoup d'hommages qui sont faits aux voitures en même temps. Donc, la Stanley Steamer, avec Fred Marriott à son bord, atteint la vitesse de 127 000 à l'heure. Puis ce record-là ne sera pas battu avant 1911. Wow. Donc, ça montait la supériorité des voitures justement à vapeur. Donc, comme je disais, il y avait une bataille technologique qui se faisait entre les voitures électriques vapeur et les voitures à essence. Puis cette bataille-là va être perdue en 1912 quand Cadillac invente le fameux démarreur qu'on connaît aujourd'hui. Donc, là, ça devient la fin. Le problème avec les voitures électriques, c'est le peu de distance qu'on pouvait faire à l'époque. Mais quand même, cette distance, si on regarde pour la technologie, on pense que, parce que les voitures électriques, quand même, c'est récent, on pense. Mais ils pouvaient atteindre, certaines voitures électriques atteignaient des distances de 60 000, donc on parle de 100 km. Là, on parle du début du siècle, 1906, 1907, 1910. Là. Donc, c'est quand même assez impressionnant comme technologie qu'on était capable d'atteindre des distances aussi longues que ça. Puis la Stanley Steamer, c'est la même chose. La distance, c'était très compliqué. Ça prenait une dizaine de minutes pour partir d'une voiture à vapeur avant que, justement, tout soit prêt. Donc, le gros problème, c'est le démarrage des voitures ou soit la distance des voitures qui fait que la voiture à essence a finalement gagné ce combat-là, qu'on pourrait dire. Là, ce qui arrive avec Ormond Beach, ben, on continue, comme j'ai dit. Donc, il va être Bob Berman qui, en 1911, va battre le record de la Stanley Steamer pour atteindre les 141 000 à l'heure. Et ça va continuer après ça avec Glenn Curtis en moto qui, lui, atteint 136 000 à l'heure, mais on parle d'une moto avec un moteur V8. Ah, donc, oui, ça c'est en 1907. Donc, Curtis débarque avec une moto V8 puis atteint 136 000 à l'heure. Donc, c'est très impressionnant comme vitesse. Puis ils sont toujours sur la plage. Puis, toujours sur la plage. Ouais. Donc, mais les distances varient maintenant. Comme je disais, on avait un 9000, mais les distances peuvent aller de 15 à 32 000. Donc, on s'est rendu à Daytona. Et quand on faisait justement des records de vitesse à cette époque-là, c'était la station pompier de Daytona qui sonnait une cloche pour avertir le monde. Il va se faire une course, tout ça, pour battre le championnat de vitesse sur le 1000. Et donc, la Daytona était indiquée à cette époque-là pour ça. Donc, tous les grands pilotes de l'époque vont courir à Daytona. On pense justement aux frères Chevrolet qui vont donner au nom Louis Chevrolet. Donc, Louis Chevrolet qui était le fondateur de la Chevrolet avec Durant. Donc, il y a eu plusieurs pilotes. Et un des faits marquants de ces pilotes-là qui est très important, c'est Ralph Di Palma, qui, lui, va gagner les 500 000 d'Indianapolis.
Puis, en 27 ans de carrière, Brad DiPalma, il va faire 2800 courses. Il en remporte 2000 et 2800. Wow. Donc, comme j'ai dit, entre autres, les 500 000 d'Indianapolis. Lui, en 1919, il s'installe justement à Ormond Beach, Daytona. Puis, il bat tous les records possibles et impossibles de toutes les distances, incluant le 1000. Il a atteint 149 000, presque 150 000 à l'heure sur le 1000. Donc, ça, c'est un autre fait marquant qui fait que ça a contribué à la réputation de Ormond Beach et Daytona. Puis là, après ça, ce qui arrive, ça va être les Anglais qui vont... en 1922, juste avant ça, 1922, un personnage important dans l'histoire de Daytona, c'est Sig Ogdal, qui, lui, va atteindre les 180 000 à l'heure. Donc, c'est encore un autre... on voit que la vitesse, ça évolue très rapidement. Les voitures sont de plus en plus rapides. Et après ça, ça va être les Anglais qui vont débarquer en 1927. Donc, la réputation de Daytona devient internationale. Donc, c'est Henry Seagrave qui débarque en 1927 et il atteint la vitesse pour la première fois de 200 000 à l'heure, soit 203,79 000 à l'heure. Pour qu'un record soit homologué, la voiture doit faire le 1000 aller et retour. Donc, on fait une moyenne des deux. Donc, il atteint telle vitesse, mettons, pour se rendre. Et quand il revient, il atteint une autre vitesse, on fait une moyenne. Donc, Henry Seagrave avait atteint 203 000 à l'heure pour faire le record officiel. Et Seagrave va être fait chevalier par l'Angleterre. Donc, ça démontre l'importance de cet accomplissement-là, d'établir un record de vitesse mondiale. Il n'y a pas eu juste des bons moments durant ces courses-là. Il y a dû avoir des décès aussi. Oui, c'est sûr qu'il y a eu des décès aussi. Des fois, le gros problème aussi avec en étant sur le bord de la plage, c'était de trouver le bon moment pour courir. Parce que là, ce qui arrivait, c'est que, comme on dit, les marées montaient. Ben donc, ce qui arrivait, il n'y avait plus de plage, ou pratiquement pas. Donc ça causait des problèmes. Aussi, il y avait les vents, tout ça. Donc oui, il y a eu des décès pendant ces compétitions-là. C'était quand même marquant. Mais ce qui fascinait le monde, justement, c'était de voir les records. Puis ça attirait des foules, ça attirait des grandes foules, ces records-là à l'époque. Donc, il n'y avait pas de stade ou de studio, de choses. Il n'y avait pas des bancs. Là. Les gens étaient debout sur le bord de la plage puis regardaient ça. Debout sur le bord de la plage. Puis là, on souvent très près des voitures. Sur des longues distances, là, comme je disais, c'était pas être une 1000, mais le monde s'installait il essayait de se mettre où était le fameux 1000, là, puis le monde regardait les voitures passer à des vitesses fulgurantes à l'époque. Tu es déjà arrivé des catastrophes que pendant qu'il y a eu un accident, la voiture a comme capoté et est allée atterrir dans le monde? Oui, il y en a qui sont dans l'eau, justement, il y en a qui sont morts de même, ils ont été éjectés de la voiture, tout ça, puis non, il y a eu des conséquences très funestes, des accidents très spectaculaires, les voitures ont capoté à plusieurs reprises, puis le pilote a été éjecté, puis bon, ça, c'est arrivé. Mais c'est jamais arrivé qu'ils sont allés s'écraser dans la foule? Il y a des... Non. On va voir plus tard que quand... on va parler aussi comment le stockeur est né aussi. Il y a eu comme un chien égaré qui s'est ramassé sur la piste. Oups. Il y a des personnes aussi qui sont ramassées sur la piste. Ça, c'est déjà arrivé. Oups. Ça, c'est déjà arrivé, malheureusement. Donc, les pilotes ont dû éviter. Il y a une madame particulièrement que le pilote a réussi à l'éviter de justesse. Là, ça, c'est arrivé. On s'entend qu'à 150 000 à l'heure, la madame se pointe en avant du véhicule. Ça ne laisse pas grand temps de réaction au chauffeur. Hein? Oui, très. Hey boy. Donc, ces courses-là ont arrêté quand avant qu'on décide de faire vraiment des courses automobiles avec un tracé? C'est ça. Donc, ça va continuer. Tout ça, il va y avoir un autre Anglais qui va se pointer une année plus tard. C'est des personnages très importants quand on regarde justement les championnats de vitesse. C'est Michael Campbell avec son Bluebird. Donc, lui, il se pointe là en 28, puis il bat le record, il fait 206 000 à l'heure. Puis, il va y avoir un autre Américain qui va arriver quelques mois plus tard, c'est en février. En avril, il y a Ray Keech qui arrive là, puis il fait 207 000 à l'heure. Et Seagrave revient en 1929 avec son Golden Arrow. Puis là, il pulvérise le record à 200. On passait de 207 000 à l'heure à 231 000 à l'heure. Wow. Donc, c'était quand même assez spectaculaire comme bon. Puis Campbell revient en 1931
il atteint 246 000 à l'heure. Ensuite de ça, Campbell revient à... Il faut dire qu'Henry Seagrave, en 29, quand il établit son record de 231 000 à l'heure, un an plus tard, il va mourir dans un accident de bateau alors qu'il essaie de faire le record de vitesse. Okay. Donc, quelques mois plus tard, il meurt. Donc, il reste Malcolm Campbell. Campbell revient en 32, il atteint 253 000 à l'heure. En 33, 272 000 à l'heure. Donc, on passe de 232 à 272. Puis, finalement, la dernière course pour la vitesse aura lieu en 1935, le 7 mars. Et là, Campbell atteint 276 000 à l'heure sur la fameuse plage. Et là, c'est le début de la fin parce que Campbell réalise que la plage, c'est peut-être pas l'endroit idéal. Puis là, il a pas parlé d'un autre endroit qui s'appelle Bonneville. Bonneville, c'est une autre piste mythique qui, encore cette année, ça existe encore. On fait habituellement 2 compétitions par année pour des records de vitesse dans toutes les catégories possibles et impossibles de véhicules. Donc, il s'en va à Bonneville en même année, en 1935, puis il atteint pour la première fois 301 000 à l'heure. Donc, la première personne a atteint les 300 000 à l'heure. Et comme je l'ai dit, c'est à Bonneville. Puis c'est la fin des courses de vitesse à la piste des Daytona. Okay. Donc, Daytona, justement, ça faisait de la publicité. Et quand il voyait ça, ben, il dit, on a encore besoin de courses. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire pour attirer du monde? Ben là, on se retourne vers notre fameux Sig Ogdal qui avait établi un record de 180 000 à l'heure. Ben là, on va voir Sig Ogdal, puis la ville de Daytona dit, peux-tu nous organiser une course? On va te supporter, on va t'aider, on va mettre de l'argent, tout ça, pour continuer à attirer du tourisme. Donc, Sig Ogdal dit oui. Puis là, il y a un certain Bill Friends qui va l'aider. Bill Friends, c'est ceux qui ne connaissent pas, c'est le fondateur de NASCAR. Donc, lui, c'est un gars qui venait du Nord, puis qui s'est établi quelques années avant à Daytona. Puis, lui, c'est un fervent de vitesse, justement, c'est un fervent de course. Il y a une station d'essence, justement, à Daytona. Puis là, il aide Sig Ogdal à faire la fameuse course en 1936. Et puis là, on parle d'une course de stock car. Donc, c'est des voitures qui sont, comme le thème le dit, stock car. Donc, des voitures qui sont stock, qui ne sont pas modifiées. Donc, c'est quand même un nouveau phénomène d'avoir des voitures qui sont non modifiées. Contrairement à ce que le monde pense, c'est pas NASCAR qui a inventé des courses de stock car. La première course de stock car, c'était en 1935 à Los Angeles. Donc, c'est réellement confirmé qu'avec des coupures de journaux, tout ça. Donc, c'est considéré comme la première course de stock car, c'est à Los Angeles en 1935. Mais en 1936, Daytona décide d'organiser la première course de stock car sur la plage. Le circuit, la piste, elle a 3,2 milles de long. Et ça emprunte la A1A, donc ça emprunte une partie de la route aussi principale. Puis on retourne, en fin de compte, c'est comme une espèce de circuit ovale, mais qui emprunte une partie de la route principale. Et là, on a un problème parce que c'est que, oui, quand on est sur la plage, ça va bien, le sable est dur, mais quand on tourne et qu'on veut retourner sur la route principale, le sable est mou. Donc, la course de 1936, même s'il y a une bonne bourse, il y a 5 000 $ en bourse, puis tous les grands pilotes de l'époque sont là, les pilotes qui courent en Indy, ils sont là, tout ça. Mais le problème, justement, c'est que les voitures calent quand ils arrivent, quand ils font la transition entre la plage, puis là, c'est la catastrophe, parce que les voitures, ils ont calculé qu'en moyenne, les voitures ont resté pris 2 fois. Donc, il faut amener un remorqueur pour sortir les voitures, pour les dégager. Il y en a qui ont été pris jusqu'à 5 fois. Donc, la course est un désastre. C'est une catastrophe. La ville perd de l'argent, elle perd 22 000 $ dans cette aventure-là. C'est vraiment... C'est beaucoup d'argent pour 1936, là. C'est ça. Puis, il y avait 20 000 spectateurs, mais la majorité des spectateurs n'étaient pas payants parce que c'était sur une plage... C'est pas évident. Non, exactement. Les canaliser juste à quelques endroits pour pouvoir... c'est ça. Fait qu'il y avait beaucoup de spectateurs, il y avait un engouement. Mais non, ça n'a pas marché. Et la course a duré 4 heures, puis finalement, c'est Milt Martin qui va gagner la course. Mais c'est un désastre. La ville, elle, ne veut plus rien savoir. Là. Comme on ne fera pas de course d'automobile.
Et ce qu'elle fait, c'est que l'année d'après, la ville, quand même, se rabote sur les motos. On dit, peut-être que les motocyclettes, eux autres, sont plus légères, fait qu'ils restent pas pris. Puis, c'est la AMA, la American Motorcycle Association, qui organise la course pour la motocyclette. Et eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent de la marne, la marne, c'est comme un mélange de silicium et de quelques matières qui rend justement la transition plus dure, plus solide. Donc, il n'y a plus cet effet les voitures, les motocyclettes ne calent plus. Et donc, une transition. Donc, on organise le premier Daytona 200 en 1937. Et donc, c'est un succès pour les motocyclettes, là, avec il y a 93 compétiteurs qui se présentent lors de cette compétition. Encore une fois, il y a à peu près, on estime entre 15 et 20 000 personnes la foule. C'est un dénommé Ed Kratz qui gagne la course. Fait en voyant ça, Bill France dit « Ouais, peut-être que je suis capable de faire quelque chose. » Fait que là, Bill France dit « On va organiser une course. » Et là, malheureusement, il n'y a pas de budget, rien. Fait que là, la bourse est plutôt dérisoire. Mais la course est quand même un succès. Il n'y a pas beaucoup de voitures, il n'y a pas beaucoup de spectateurs, mais les voitures ne sont pas tout le temps prises, puis ça fonctionne. Là, c'est un dénommé C.D. Purser qui gagne la course, puis il gagne une mirobolante somme de 43 $ pour son effort. C'est pas beaucoup d'argent, mais pour nous aujourd'hui, c'est rien. Là, on a de la misère à s'acheter un café avec 43 $, mais pour l'époque, c'était beaucoup, beaucoup de sous quand même. C'est ça. Mais si on calcule que l'année d'avant, il y avait une bourse de 5 000 $, c'est comme on dit en bas, des peanuts. C'est des peanuts. Hey, question comme ça, parce que là, on parle de vitesse, puis on parle de choses comme ça. Écoute, on parle de compétition où est-ce que les voitures roulent à presque 500 km/h. Monsieur et madame tout le monde, quand ils ont une auto, eux autres, les voitures, c'est quoi le plus vite qu'ils peuvent aller? Oh, là, tu parles on tombe avec... On parle en 1936, là, parce que, tu sais, les gens... 1936, la voiture normale, ben, ça dépend toujours, là, parce que tu as les voitures comme quand même Mercedes, puis il y a les Auburn, il y a d'autres, j'ai une autre chose, un blanc de mémoire, il y a une autre marque aussi connue américaine qui ont quand même des voitures de 180 forces. Donc, on est capable d'atteindre quand même. C'est sûr que si on parle d'un Ford Model 30 ou même un Ford 32, un flathead, on parle des vitesses de 60 000 $ en général. Là, c'est un gros max. Là. C'est sûr qu'on pouvait les modifier pour aller plus vite. Là, parce que déjà à l'époque, on modifiait les moteurs. Là. Mais, mettons, 60 000 $ c'était très, très rapide. Mais il y a des voitures, justement, comme les Auburn, Mercedes, et comme je l'ai dit, j'ai le blanc, il y a une autre compagnie super connue. Là, on peut atteindre au-dessus de 100 000 $ quand même avec une voiture. Là. Mais c'est quand même impressionnant quand on regarde ça, là, des voitures qui roulaient à 4, 5, ben, tu sais, je regarde là, 200, je faisais le calcul tantôt pendant que tu me mettais les montants, Jean, puis je voyais qu'un 276 1000 à l'heure, ben, ça faisait 445 km/h. Ça fait que je me dis, quand tu dépasses... Il ne faut pas oublier que, justement, comme je disais, à Bonneville, la même année, on atteint 300 000 à l'heure. Exact, là. Fait que 300, c'est pas loin du 500 km/h. Mais monsieur et madame tout le monde, eux autres ont des voitures qui sont moins performantes que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est pour montrer à quel point que c'était quand même impressionnant, là, les vitesses qui étaient utilisées. Là. C'est ça. C'était pas loin de la Formule 1. Oh, oui, c'est sûr qu'on s'approchait des vitesses qu'on atteint aujourd'hui en Formule 1. On s'approchait de ça. Donc, comment qu'on arrive avec... parce que là, on est encore sur la plage, mais je me dis, à un moment donné, il va falloir qu'on sorte de la plage puis qu'on mette de l'asphalte quelque part. Mais ça prend du temps. Puis c'est justement, c'est que ça continue, justement, comme je dis, France, il organise sa course, mais là, il s'aperçoit quand ça marche bien son affaire. Fait que là, en 1938, il organise 2 courses. Au lieu d'en faire une, il en fait 2. Puis là, on se met pas mal, on commence à voir les dates qu'on a vues longtemps des Daytona, soit le début février, puis le 4 juillet. Donc, ces dates-là apparaissent. Puis là, ben, France... puis là, on est toujours en moto, là, hein? Là, on est en auto. OK, là, on est revenu à la voiture? Quand c'est France, comme j'ai dit, l'AMA organise en 37, organise une course de moto, 200. Ouais. Mais France organise une course d'auto, comme j'ai dit avec la petite bourse, c'est CD Purser qui gagne, c'est en auto. OK. Puis en 1938, on organise 2 courses en auto. Puis là, c'est ça commence à avoir du bon sens en affaire. Là, les bourses augmentent, tout ça. Puis
il y a du succès. Puis en 1939, on fait 3 courses. Là, il commence à réaliser des profits. Franz, il fait 200 pièces de profit. Puis l'autre course, la deuxième course, il fait 2000 pièces de profit. Donc, ça devient profitable pour notre ami Franz. Puis ça continue, l'engouement continue. Puis en 1940, il organise 4 courses sur la plage. Ensuite de ça, il continue aussi en 41. Donc, on fait encore 4 courses. Et là, il va arriver la Deuxième Guerre mondiale. Puis là, ça va être la fin des courses. Mais déjà, les pilotes comme Hall sont connus, des pilotes comme Purser. Il y a eu un jeune pilote qui est décédé en 41, l'ASC, qui était considéré comme le meilleur pilote, un très, très jeune pilote, il avait, je pense, 19 ans, mais qui est mort quelques mois plus tard, parce que là, on faisait le transport. NASCAR est synonyme de boisson frelatée, ce qu'on appelle du bootleg, ou en joual de la bagosse, là. Donc, l'ASC faisait le transport de ça, puis il y a eu une chicane avec un de ses cousins, puis son cousin, il l'a tiré. Donc, ça a été la fin de la carrière de l'ASC. Puis, il y a plusieurs de ces pilotes-là dans le sud des États-Unis qui faisaient le transport d'alcool frelaté. Donc, c'était connu comme ça. Et puis là, c'est ça. C'était la fin avec la Deuxième Guerre des courses, mais ça a repris en 1946. Là, on retourne donc en 1946, toujours encore sur la plage, tout ça. Puis là, ça va être Red Byron, B-I-Y-R-O-N, qui gagne la course en 1946. Puis en 1947, on continue encore. Puis là, les bourses sont rendues quand même bonnes. On parle de 1 000 $ au gagnant. Donc, c'est des bonnes bourses pour l'époque. Puis on continue en 1947, on fait des courses. Puis le fait marquant, là, c'est en janvier 1947, c'est Byron qui gagne. Puis c'est Hall qui gagne en juin. Puis le 14 décembre 1947, ça va être la naissance de NASCAR. On se rencontre au Streamline Hotel. On est 18, je crois que c'est 18 personnes qui se rencontrent au Streamline Hotel avec Bill France à la tête de tout ça. Puis là, on forme NASCAR. NASCAR est officiellement formé. Et là, ça change, là, ça vient de changer les données parce que là, NASCAR devient une entité. Puis là, on organise. Au début, NASCAR devait produire 3 types de courses. Il y avait les courses des voitures modifiées, les voitures stock car et les voitures sport. Les voitures sport, ça viendra jamais au monde. Finalement, ça sera en bas d'année, il n'y aura rien. La première année, en 1948, on est encore dans la période de la guerre, donc c'est pas tous les constructeurs qui ont des nouvelles voitures. On fait des voitures, mais des voitures qui sont basées sur des voitures d'avant-garde, donc des voitures des années 40, 41, 42. Donc, on a reconduit ces modèles-là. Puis on doit attendre encore Bill France et NASCAR ne sont pas prêts pour commencer cette car. Donc en 1948, on fait un championnat, mais c'est le championnat modifié qui compte plus que 40 courses. Puis c'est Red Byron qui va gagner le championnat. Puis naturellement, on court à Daytona, puis sur la plage encore. Puis c'est Red Byron qui remporte la course d'ailleurs, en plus du championnat. Puis en 1949, là, on va organiser le premier championnat Stock Car qui comprend seulement 8 courses. Et Red Byron gagne encore le championnat, cette fois-ci, mais en stock car. Donc, Red Byron a remporté les 2 premiers championnats. Le premier championnat en 1948 sur modifié, puis en 1949 sur stock car. Donc, les courses vont continuer de même sur la plage. Mais là, en 1953, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de construction. La ville de Daytona, il ne faut pas oublier Daytona, à l'époque, quand on parle de 1903, il y avait à peu près 5000 habitants. Puis la ville, aujourd'hui, a à peu près 80 000 habitants. Donc, la ville se développe. Il y a beaucoup d'hôtels, naturellement. Puis là, en 1953, France, il voit que ça va mal aller et je ne pourrais pas continuer longtemps de même sur la plage. Il va falloir que je pense à une autre alternative. Puis là, ce qui arrive en 1953, il est obligé de déplacer, justement, la piste. Et là, la piste a grandi à part de 3,2 000 à 4,1 000. Puis là, il commence à chercher une place pour faire des courses. Puis de d'autres façons. Donc, il explore différents types de places, tout ça. Finalement, il trouve où est l'emplacement de la piste de Daytona. C'est juste des marécages. Donc, les marécages, il y a plein de serpents qui sont là. C'est pas très convivial. En tout cas, finalement, il réussit. Il pense construire ça en 55, en 56, 57. En tout cas, ça prend du temps avant qu'il trouve les fonds, tout ça. Puis avoir les permis de la ville, puis en tout cas, tout ce qui s'ensuit. Ça va être en 1959
puis finalement, la piste va être inaugurée, qu'on connaît, donc une piste de 2000 avec une inclinaison de 31 degrés. Parce que lui, il voulait avoir une inclinaison plus grande que celle de Indianapolis. Parce que, genre, 5 ans avant, il y avait été Indianapolis. Puis Indianapolis, ben, eux autres, dans ce temps-là, c'était la AAA, qui était la sanction. AAA, ben, c'est comme le CA, le AAA, ben, c'est comme le CA canadien. Donc, c'était le AA qui sanctionnait les courses d'Indianapolis. Peu longtemps après, 1955, peu longtemps après, la AAA va devenir la USAC, parce que le AAA dit on ne faudrait pas qu'on s'associe aux courses, c'est comme ça crée une mauvaise image, tout ça. Donc, ça devient la USAC. Mais par contre, quand il a été à Indianapolis, Bill France, il s'est fait sortir. Donc, il n'a pas apprécié ça de se faire sortir. Lui, il était persona non grata. Fait que quand il a fait dessiner sa piste, c'est M. Penny Money qui a dessiné la piste. Il dit, je vais avoir des courbes qui sont inclinées. On y était à 31 degrés pour qu'il y ait plus d'inclinaison puis que la piste soit plus rapide. Donc, ça fait une des choses que France voulait avoir. Il voulait avoir la piste la plus rapide à l'époque, ce qui a été le cas aussi d'ailleurs. Tantôt, j'ai oublié de poser une question importante parce que on parle de Daytona, puis comme d'habitude, j'ai une tête qui ne marche pas très vite des fois. Alors, je viens de réaliser que oui, on est en Floride et donc la Floride égale habituellement ouragan. Ça arrive-tu souvent dans les courses automobiles qu'à un moment donné, soit il y a des cancellations ou on est en pleine course et on a un ouragan qui nous frappe de plein fouet? Il n'y a pas eu d'ouragan, mais ce qu'il y a eu, si on revient sur les pistes justement sur la plage, des fois, on était obligé d'écouter la course parce que justement, la marée montait, donc il n'y avait plus de piste. Donc, on était obligé d'écouter les courses. C'est la même chose avec les spectateurs. Les spectateurs devaient fuir parce que souvent, les voitures aussi, les spectateurs étaient sur la plage aussi. Les spectateurs sur la plage, fait que là, on devait suivre en catastrophe. Donc, ça, c'est arrivé. Puis, quand on regarde pour la piste à asphalter, non, on a dû écouter les courses à cause de la pluie, mais il n'y a pas eu d'ouragan. Il y a eu des ouragans qui ont frappé la piste, qui ont causé des dégâts, mais pas pendant des pas pendant les compétitions. Puis de toute façon, il y a quand même une saison des ouragans, fait que je suppose qu'eux autres, ils calculent leur date en fonction d'éviter ces saisons-là. Aussi, mais il faut dire que la piste est ouverte aussi pratiquement 360 jours par année au monde qui veulent visiter la piste. Puis aussi, il y a des écoles de pilotage ou de démonstration. Donc, on peut aller dans une voiture de stock-car puis soit s'installer comme passager ou comme pilote pour conduire sur la piste de Daytona. Ça, c'est possible de faire la majorité du temps. Puis, il y a des visites guidées aussi qui se font sur la piste là, avec une espèce de petit tramway. Il y a combien de courses qui peuvent se faire dans l'année sur le circuit de Daytona? Il y en a, je ne peux pas te dire le nombre parce qu'il y en a plusieurs, parce qu'il y a des courses de moto, il y a des courses justement d'endurance, il y a des courses de stock car, il y a des expositions de voitures aussi qui sont faites là, donc ça roule à l'année. Donc ça roule à l'année, donc il y a pratiquement toujours quelque chose qui se passe là. Donc les deux plus importantes, on disait tantôt, c'était les 24 heures puis les 500 000, c'est ça? C'est ça. C'est quoi la distinction entre les deux? OK, pour revenir, on va commencer avec le début en 1959. Oui. Donc, en 1959, on fait la première course. Puis, la première course qu'on va faire, ça va être la course justement de stock car. Et donc, les pilotes sont impressionnés parce que là, il faut se rapporter à l'époque, il y avait très peu de pistes asphaltées à l'époque, en 59 encore. La majorité des courses en NASCAR avaient lieu encore sur la terre battue. La première piste asphaltée dans NASCAR, c'était Darlington en 1950. Puis les autres pistes vont suivre, mais ça va prendre du temps, tout ça. Donc là, on arrive, la majorité des pistes il y a des plus petites ont un quart de mille, un tiers de mille, un demi-mille. Ça, c'est des pistes qu'on visite le plus souvent en NASCAR. Puis là, on tombe sur Daytona, qui a 2000 et demi avec, comme je disais, une inclinaison de 31 degrés. Les pilotes sont impressionnés. Puis pas juste les pilotes aussi. Les équipes sont impressionnées de voir une piste aussi grosse, aussi grande, c'est immense. Puis là, c'est les vitesses qu'on atteint à cette piste-là à l'époque qui sont quand même très importantes. Donc, il y a l'aérodynamique qui rentre en ligne de compte. C'est la première fois qu'on doit se servir de l'aérodynamique pour faire des dépassements, etc. Puis on ne savait pas comment ça marchait. Donc, on arrive justement en 1959
Et les voitures, sont là, c'est des voitures de stock car qui sont quand même. On commence à voir en 59 quand même, les voitures sont plus modifiées que par rapport à ce qu'on a connu en 49. Là, en 49, c'est vraiment des voitures qui étaient stock car, mais là, on commence à avoir plus de modifications, mais ça reste encore des voitures, à la base, des voitures de rue, qui sont des voitures de course. Donc, là, il va y avoir une belle bataille à la fin de la course. Ça se débat avec Johnny Beauchamp et Lee Pété. Puis là, on arrive, il y a la fameuse photo qu'on voit, il y a un retardataire, Lee Pété et Johnny Beauchamp qui sont côte à côte. Johnny Beauchamp est déclaré le vainqueur. Mais Lee Pété se présente quand même dans le cercle des vainqueurs. Puis finalement, on écarte Lee Pété, puis Johnny Beauchamp est le vainqueur. Mais là, il y a la contestation. Le monde dit c'est pas lui qui a gagné, c'est Lee Pété qui a gagné, tout ça. Puis France, étant un bon promoteur, vu qu'il a déjà fait des disqualifications avant pour les courses russes sur la plage, on pense à C.D. Purser, qui a été disqualifié parce qu'il ne s'était pas présenté à temps pour l'inspection mécanique. Lui, il était parti, il avait pris sa voiture, il était parti chez eux, puis il était revenu après. Donc, ce qui permet de faire des petites modifications. Mais donc, finalement, Purser avait été disqualifié. Donc, France, il connaissait, comme on dit, la routine. Puis, étant un bon promoteur, lui, il s'est servi de ça pour se faire de la publicité sur sa piste. Donc, ça a pris 3 jours avant qu'on finisse par déclarer le vainqueur. Puis, le vainqueur, c'était Lee Pété. Donc, c'est le père de Richard Pété, pour ceux qui ne savent pas, le plus grand champion de NASCAR. Et donc, lui s'est servi de ces 3 jours-là, parce que là, on en parlait dans les journaux, qui a gagné Daytona, tout ça, puis là, ça travers les États-Unis, puis le Canada même. Donc, ça a fait une publicité pour Daytona. Donc, ça, c'était la première course. On a essayé aussi d'organiser des courses de voitures Indy, mais ça a été funeste. Il y a 2 personnes qui sont mortes lors des essais ou une pendant la course. Donc, entre autres, lors des essais, on voulait battre le record de vitesse sur un circuit fermé. Puis là, il y a Marshall King, lui qui avait gagné la course justement lui, il courait pour les femmes, justement pour les Fabulous Hornets en 53, tout ça. Donc, il a gagné 2 fois sur le sable, sur la plage. Donc, en essayant d'établir le record de vitesse, il était dans le coin de 171 000 à l'heure, puis la voiture, il a perdu le contrôle, puis là, il s'est tué dans cette voiture-là. Donc, Marshall qui était quand même, Marshall Tig était un pilote connu, très connu à l'époque. Comme j'ai dit, il avait remporté 2 victoires à Daytona auparavant. Puis, comme j'ai dit, pendant la course, il y a un autre mort. Donc, c'était le début et la fin pour l'IndyCar à Daytona. Puis, en 1959, on a organisé aussi une course sur circuit fermé. Donc, un circuit routier. Ça, c'est comme une course qui était moins considérée, qu'on pourrait dire. Donc, mais quand même, la course a eu lieu, ça a eu 1000 km. C'était une Porsche qui avait gagné. J'ai oublié le nom du gagnant, là. Puis, il faut remonter en 1962, avant qu'on fasse la première course de vraiment circuit routier, que le monde considère comme la première course. C'était une course de 3 heures. Et là, c'est Dan Gurney qui a gagné. Lui, encore une fois, ça a été gagné de façon particulière parce que Gurney, il avait des problèmes à la toute fin de la course. Il y a des problèmes avec sa voiture. Donc, le moteur, il était comme des gros problèmes de moteur. Donc, ce qu'il a fait, c'était une distance calculée, donc de 3 heures. Il a arrêté la voiture en haut complètement, où il y a l'arrêt départ, où il a jeté le drapeau. Puis il a mis sa voiture légèrement de côté en pente. Donc, il a attendu 3 heures. Quand la 3 heures est arrivée, il a laissé descendre la voiture. Le drapeau quadrillé a été agité, puis il a gagné la course comme ça. Donc, c'était la première victoire. C'est Dan Gurney. C'était la première, qu'on considère la première vraie course de circuit routier qui a été gagnée par Dan Gurney. On a organisé d'autres courses continentales à 63, de la même distance, 3 heures. Après ça, on a fait des courses de 2000 km en 64-65. En 65, c'est justement la Ford GT qui a gagné. Et en 66, là, ça devient les 24 heures de Daytona. Encore une fois, ça va être Ford GT qui va gagner. Donc, c'est en remontant en 1966 pour avoir les premiers 24 heures de Daytona. Fait comment ça marche, le 24 heures de Daytona? Donc, au début, à l'époque, c'est similaire aux 24 heures du Mans. Il y a juste 2 pilotes par voiture. OK. Plus tard, dans les années 70, on va avoir 3 pilotes. Et plus tard, on est ce qu'on a présentement, il y a 4 pilotes
pendant les 24 heures. Donc, littéralement, c'est une course de 24 heures. C'est la course, vu que ça se fait en hiver, ben, il y a beaucoup de la grande période de cette course-là se fait à la noirceur. Contrairement aux 24 heures du Mans, donc la majorité de la course, elle se fait à la clarté. Là, c'est à la noirceur. Donc, c'est ça qui rend la course beaucoup plus difficile à Daytona, c'est la noirceur. OK. Réellement, c'est 24 heures, donc on roule pendant 24 heures. Comme j'ai dit au début, il y avait 2 pilotes. Aujourd'hui, on a. Mais là, on est dans un endroit qui est fermé, donc à ce moment-là, c'est éclairé c'est à l'intérieur. On roule à l'intérieur de la piste et on emprunte aussi l'ovale en même temps. OK. Donc. Mais je veux dire, il y a quand même des lumières sur la piste, là. C'est pas comme si. Il y a des lumières, mais à cette époque-là, l'intérieur était, même aujourd'hui, l'intérieur était beaucoup moins éclairé. Aujourd'hui, on a un excellent éclairage, là, mais à l'époque, l'éclairage, ça laissait à désirer, là, surtout à l'intérieur. Fait que c'est quoi? On éclairait surtout les voitures, même quand on a parlé des PR4 tantôt, toutes ces voitures-là, quand on fait des longues distances, peu importe longue ou courte distance, ces voitures-là sont équipées de phares, de lumière en avant et en arrière. Ouais. Parce que les voitures doivent être capables de voir, parce que comme je dis, il y a des places, c'est pas toujours facile de voir. Non, effectivement. Et pratiquement. Puis je suppose qu'ils ont dû mettre, au début, quand il y avait des lumières, je dis, ils ont dû les mettre dans les courbes pour au moins que les pilotes voient les courbes comme il faut, parce que c'est ce qui est le plus dangereux. C'est ça, en plein ça. Parce qu'au début, les lumières, il n'y en avait pas à Daytona. Ça a pris du temps qu'on mette des lumières là, sur l'ovale. Puis tantôt, on parlait de l'autre course qui était le Daytona 500. Ça, c'est quoi? C'est 500 tours de piste ou? 500 000. C'est 500 000? Oui, 500 000. Ce qui équivaut à peu près à combien de tours de piste? Là, j'oublie toujours le nombre de tours. C'est 100, parce que c'est 2,2 000, la piste à 2,5 000. Là. OK. Donc, c'est quoi, une vingtaine de tours? Une trentaine de... Pas une vingtaine, mais je veux dire une centaine, 200? Je me sens que c'est 200 tours, mais je ne suis pas certain. Là, mais en tout cas, 500 000 divisé par 2,5, ça donne le nombre de tours. OK. Bon, tout ça. C'est pas loin de 200. Ouais, 200. OK. Fait que là, à ce moment-là, le but, c'est ils font 200 tours. Mais comment ils font pour calculer? Parce qu'il y a quand même, dans une course, mettons qu'on prend les 500 000 de Daytona 500, il y a combien de voitures dans le Daytona 500? Ça a varié d'année en année, ça n'a jamais été pareil. Là, je pense qu'ils sont à 36 cette année, mais ça a été jusqu'à 40. Dans les premières années, on avait à peu près 70 voitures qui pouvaient se qualifier dans les courses de stock car, soit modifiées. Parce qu'il y a différentes catégories. Il y avait le stock car modifié, tout ça. Donc, il faut avoir au-dessus de 70 voitures là, qui participaient à une course soit modifiée, tout ça. Mais comment qu'on fait pour suivre à ce moment-là les voitures qui ont fait combien de tours? Ben, c'est ça. Aujourd'hui, on a un système, il y a une petite boîte noire qu'on met sur la voiture qui permet justement d'enregistrer les temps de la voiture, tout ça. Mais à l'époque, ça se faisait à la main. Donc, il y avait des personnes qui étaient dans la tour. Ça, c'était pour toutes les courses, là, peu importe que ce soit Daytona ou n'importe où. Donc, il y avait des personnes qui étaient assignées pour certaines voitures. Puis là, ben, ils marquaient quand ils faisaient un tour. Ben, là, ils marquaient qu'il a fait un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, jusqu'à temps qu'il ait fait 200 tours. Il allait avec le numéro du véhicule. C'est ça. Ouais. Pour ça, quand on regarde dans Stock Car, il y a un gros numéro sur le toit de la voiture. Ouais. Ça vient de cette époque-là. C'était pour identifier le véhicule, savoir quelle voiture. Quand la personne qui prenait la note, qu'il y avait tel numéro qui passait, ben là, il voyait le numéro sur le toit, puis il notait là, pour dire qu'il avait fait un tour ou qu'il avait rentré dans les puits, puis tout ça. Puis, fait que c'est sûr que des fois, qu'il y a eu des confusions, justement, quand on enregistrait à la main, puis c'est pas toujours le bon gagnant qui avait gagné la course. Ça, c'est arrivé, c'est sûr et certain. Pas juste en NASCAR, dans d'autres catégories aussi. Là. Quand on regarde c'est quand même une forme ovale, le circuit de Daytona. Il y a l'air d'avoir d'autres petites routes à l'intérieur. Est-ce que la course se fait vraiment je dirais sur la piste externe de l'ovale ou il y a des pistes qui peuvent aller à l'intérieur du circuit? Quand on parle des 500 000 de Daytona, c'est sur l'ovale. Quand on parle des 24 heures de Daytona, c'est un mélange de l'ovale et ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, il y a un petit circuit de mémoire, je pense que c'est 3,8 000, je ne suis pas certain. Mais en tout cas, c'est ça. On emprunte l'ovale, on tourne à l'intérieur, donc c'est un petit circuit routier. On sort pour revenir sur l'ovale, puis
c'est ça qui est le circuit pour les 24 heures de Daytona. Ce qui se fait de ce circuit-là quelque chose d'assez spectaculaire parce que d'avoir comme multiples pistes de course à l'intérieur d'une piste de course, c'est quand même quelque chose. Est-ce que c'est le seul circuit qui est comme ça? Plus maintenant. Maintenant aussi, la Charlotte, il appelle ça, vu que c'est un mélange d'ovale et de circuit de routier, il appelle ça un Roval, R-O-V-A-L, Roval. Okay. Donc, il appelle ça un Roval, donc Charlotte. Là. Donc, il y a d'autres pistes aussi qui ont des pistes ovales qui ont ce genre de circuit-là. Mais Daytona a été la première là, avec ce type de circuit-là. Y a-t-il des choses à souligner dans ce circuit-là entre le moment de sa création et aujourd'hui? Ben, c'est sûr qu'il y a eu des courses qui ont marqué l'histoire de Daytona. On pense entre autres la fameuse course de 1976 qui a eu la bataille entre David Pearson et Richard Petty. Donc les voitures sont arrivées esquintées, très amochées au fil d'arrivée. Donc, ce qui est arrivé, c'est que Richard Petty, il y a eu une lutte entre les deux pilotes pendant plusieurs tours. Richard Petty a accroché David Pearson. David Pearson, le devant s'est retrouvé dans le mur, puis les deux devant des voitures étaient complètement amochées. Donc, personne n'a réussi à traverser le fil d'arrivée de peine et de misère, pendant que Petty, lui, il n'a pas réussi. Il était rendu complètement dans le gazon. Donc, c'était une fin de course très, très spectaculaire qu'on peut voir sur YouTube si on veut aller voir. Là. On fait 1976, David Pearson puis Richard Petty, vous allez voir, c'est spectaculaire comme fin de course. Et il y a la fameuse course de 1979, le fameux Daytona 500, qui, lui, a vraiment marqué l'histoire de Daytona et l'histoire de NASCAR. Parce que c'est la première course, on diffusait à la TV des parties de la course à la TV, soit il y avait à l'époque ABC, il y avait le Wide World of Sport, qui était une émission qui passait samedi, puis qui parlait de différents sports. On pouvait autant parler de ski alpin, de patinage, puis de course d'accélération, puis de stockage. Fait qu'on montrait au début, on montrait des bouts de la course c'était enregistré naturellement, puis on passait plus tard la course. L'autre façon de suivre la course aussi, c'était en circuit fermé. Donc, on avait ici, comme à Québec, il y avait des endroits qu'on pouvait suivre la course, mais en circuit fermé. Donc, on allait à ces endroits-là si on voulait voir la course au complet. C'était en circuit fermé, mais il n'y avait rien à la TV à l'époque. Plus tard, ABC va diffuser les 2 dernières heures de la course à la TV. Mais finalement, CBS, en 1979, diffuse la course au complet à la TV. C'est une première, on n'avait jamais vu ça. Et le phénomène qui est arrivé, c'est que cette journée-là, c'était tout dans l'Est, le nord-est puis l'Est américain, puis dans la majorité des États-Unis, même ici au Canada, il y a eu une super grosse tempête, puis personne ne pouvait sortir de la maison. À l'époque, il faut se rappeler qu'il y avait quand même très peu de postes. Les postes qui dominaient, c'était ABC, NBC puis CBS. Tout le monde écoutait ces postes-là. C'était un petit peu ici comme à Québec à l'époque, Radio-Canada puis TVA. Tout le monde écoutait ces 2 postes-là. C'était pas mal les 2 postes que le monde écoutait. Aux États-Unis, c'était 3 postes. Donc, il se ramasse avec une multitude de téléspectateurs qui regardent cette course-là. Et à la fin, c'est la bataille entre Donnie Allison puis Cale Yarborough. Les 2 pilotes se touchent. Et là, c'est le carambolage des 2 voitures. Les voitures se ramassent à l'intérieur, je ne me rappelle plus si c'était la courbe 1 ou 2, en tout cas, ils se ramassent à l'intérieur de la courbe. Les 2 pilotes sortent de la voiture, là, ils commencent à se battre. Et Donnie Allison, il y a son frère, Bob Allison, qui voit ça. Donc, lui, il sort de sa voiture, puis il va rejoindre Yarborough, Donnie Allison, puis là, c'est de la bataille à 3. Là, le commentateur, c'est Ken Squire, qui est un gars du Nord, qui est très bien connu, là, des amateurs de course. Lui, il avait remarqué, par exemple, il y avait qui était 3e, parce que les caméramans puis le directeur de CBS, qui dirigeait l'émission, il n'avait aucune idée qu'il était 3e. Puis Ken Squire, c'est Richard Petty. Fait que là, il spot Richard Petty. Fait que là, il dit, on suit Richard Petty. Pendant qu'il suivait Richard Petty, ben là, il y avait d'autres caméras qui suivaient la bataille à l'intérieur. Donc, entre les 2, Allison et Yarborough. Fait que là, ça chamoyait, ça se cognait dessus. Puis là, on voit que Richard Petty qui arrive là, au fil d'arrivée, puis qui gagne la course. Fait que c'était la finale la première course qui est passée à son intégrité à la TV. Puis il y a eu cette finale-là, très spectaculaire. Là, ça fait très mal la réputation de NASCAR que les pilotes sont réellement dévoués à le sport, c'est des maniaques passionnés, puis ça se bat réellement physiquement, c'est pas juste sur la piste, mais ça se bat aussi physiquement.
Fait que c'était une grosse raison pourquoi que l'ascension de NASCAR. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut qu'on rajoute sur le circuit de Daytona? Ben, on peut parler aussi, on a parlé en 1937 qu'il y a eu en motocyclette le Daytona 200. Oui. Et cette course-là a toujours lieu, le Daytona 200 a toujours lieu. Puis il y a 2 Québécois qui sont illustrés dans cette course-là. On parle d'Yvon Jamel et son fils, qui, eux autres, ont remporté, son fils a remporté les championnats, c'est de AMA, American Motorcycle Association. Puis son fils a gagné aussi le Daytona 200. Donc, c'est une course aussi très importante. Au niveau de la moto aux États-Unis, le Daytona 200, même internationalement, le Daytona 200 a été très important pendant plusieurs années, dans les années 90 surtout. Les pilotes qui couraient en moto, qui gagnaient les championnats du monde, allaient courir aussi au Daytona 200. C'était une course qui était très, très, très compétitive. Malheureusement, on a changé les règlements à travers les années, puis ça fait que la course a perdu de sa gloire, mais ça reste encore une course très importante. Là, ça fait partie du Bike Week, là, très connu des amateurs de moto. Même ici au Québec, il y a beaucoup de monde qui s'en va au Bike Week puis qui vont au Daytona 200 en même temps. Je me rappelle, moi j'ai connu le Daytona grâce à un personnage de bande dessinée qui s'appelait Michel Vaillant. Oui. Où est-ce qu'il a passé de la Formule 1, puis il a fait du NASCAR et tout ça. Mais j'ai connu les pistes de Daytona à travers Michel Vaillant. Il y en a d'autres qui l'ont connu à travers la télévision. Ça demeure quand même un des circuits les plus importants du domaine de la course automobile. Et puis, ça prenait juste Jean pour nous le présenter puis nous le faire connaître d'une façon plus en détail, quelque chose de vraiment très intéressant, surtout qu'on a appris plein de choses qu'on ne savait pas sur le circuit Daytona. Alors, Jean, un gros merci. Et puis, bien hâte d'entendre parler d'autres chroniques de compétition sportive avec toi, mon cher. Ça va être encore vachement intéressant. Bien parfait. Merci. Bye-bye, à la prochaine. À la prochaine. C'est déjà tout pour cette émission abrégée de Fantastica. Si vous désirez nous suivre, vous pouvez écouter notre programme de 3 heures qui est diffusé une fois ou 2 semaines, et ce, en vous inscrivant gratuitement à notre page Facebook de Fantastica Radio Web afin de connaître les dates de diffusion des nouvelles émissions. De plus, il vous est possible de vous rendre sur notre site web au www.fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, afin d'obtenir plus d'informations sur cette émission, mais également sur mon podcast Programme Double, dans lequel je vous parle de la création de divers films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous rejoindre de nouveau ici même afin d'écouter notre prochaine édition abrégée de Fantastica.